Alors bonjour à tous, je m'appelle Laurine Coïc et donc ici je vais vous présenter l'identification des médicaments falsifiés par spectroscopie Raman portable et notamment via le développement de class modeling. Donc comme vous le savez probablement, le problème de la falsification existe déjà depuis plus d'une trentaine d'années et il était notamment présent dans le continent africain. Et d'après une analyse récente de l'OMS qui s'est portée entre 2013 et 2017, eh bien, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait encore maintenant tant des médicaments sous standard que falsifiés dans le continent européen et également américain. Donc c'est vraiment un problème d'actualité et donc c'était déjà urgent à l'époque, mais là, il faut vraiment développer des techniques intéressantes pour excusez-moi. pour détecter les falsifications. Donc évidemment, il y a déjà différents outils qui ont été développés depuis quelques années, et donc notamment le plus connu qui est le Minilab, qui est en fait un espèce de petit laboratoire qui est semi-portable, on va dire, parce qu'il est quand même assez grand, donc qui permet de faire des tests de chimie analytique relativement simples, tels que des tests colorimétriques, ou bien encore l'utilisation des plaques CCM. Cependant, il y a vraiment un inconvénient à ceci, c'est que c'est quand même, donc déjà, c'est pas très portable, et en plus, vous avez besoin de solvants et de réactifs. Alors, il y a peu, il y a une technique qui a été développée, donc un test de diagnostic rapide, qui est basé sous forme d'un QR code, en fait. Donc, vous avez besoin d'une solution avec votre comprimé, donc vous plongez la plaque CCM dedans, et en fait, en fonction de l'intensité du QR code, vous allez avoir la teneur en principe actif. Et enfin, ici, c'est pas une liste exhaustive, évidemment. Ici, il existe aussi des codes maintenant qui sont intégrés sur les boîtes de médicaments. Donc, vous avez simplement à les gratter et à envoyer le code par SMS à une base de données. En fait, vous allez avoir les réponses pour savoir si le médicament est authentique ou falsifié. Cependant, là, il y a vraiment un gros inconvénient, c'est qu'en fait, au final, vous pouvez mettre n'importe quoi dans votre boîte et en fait, avoir des médicaments falsifiés à la place des médicaments authentiques. Donc l'idée est de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas plutôt la spectroscopie vibrationnelle dans ce cadre-là. Donc ici, je vais prêcher des convertis, mais bon, la spectroscopie vibrationnelle est quand même relativement simple à utiliser. Elle est écologique et en plus, elle est non destructive. Donc, et en plus, il y a eu vraiment un réel engouement et de nombreux développements de spectros portables depuis quelques années. Et donc notamment des spectros relativement low cost, donc comme celui-ci, le NIR SG1, donc qui a été développé par l'industrie Innospectra. Donc c'est un petit spectro-NIR qui marche en mode réflexion. Et donc vous pouvez l'obtenir pour environ 1 000 €, donc ce qui est quand même un budget relativement sympathique en comparaison avec d'autres spectros qui peuvent aller jusqu'à 40 000 €, donc ce qui pourrait être adapté dans les pays en voie de développement où le budget manque. Et en plus, ce dernier, il est peut-être pas très cher, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il est low quality. En effet, on a réalisé une analyse préliminaire au laboratoire sur un ensemble de formulations pharmaceutiques. Et donc ici, on avait voulu comparer un petit peu les outils statistiques qui sont en général présents dans les spectros portables, donc comme par exemple le Hit Quality Index, pour matcher votre spectre inconnu à votre base de données. Et donc ici, on avait voulu utiliser l'ADD-SIMCA pour voir si on pouvait avoir une meilleure représentation en fait, du spectre inconnu. Et donc ici, voilà les résultats qu'on avait obtenus. Donc ici, on avait 3 types de formulations. On avait de l'artéméter-luméfantrine. Donc ça, c'est les principes actifs qui sont ici utilisés pour soigner la malaria. Donc ce sont les médicaments qui sont les plus falsifiés malheureusement au monde. Et donc ici, lorsqu'on regarde le coefficient de corrélation de Matthews, en comparaison avec le Hit Quality Index, on se rend compte qu'en fait, le MCC donne des valeurs vraiment très intéressantes par rapport au Hit Quality Index, et notamment par rapport au paracétamol et à l'ibuprofène. Et donc ici, on voit clairement qu'on arrive à discriminer en fait la classe de paracétamol avec les autres paracétamols qui sont différents du site de calibration. Et donc ici, dans le cadre du HQI, ici on voit qu'on a un HQI qui est quasiment inférieur à 0,5, ce qui est vraiment très mauvais. Et ici, on arrive à voir qu'on arrive rapidement à discriminer en fait les ibuprofènes du reste. Donc l'idée est de se demander, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'utiliser ça avec la spectroscopie Raman portable? Parce que comme vous le savez, ce qui est actif en NIR n'est pas forcément actif en Raman. Donc c'était intéressant de voir ça.
Qui plus est, en fait, ici, on a vraiment 3 types de principes actifs qui sont intéressants et un peu challenging parce que dans le cadre de l'ibuprofène, on a différents types de formes galéniques et en plus de ça, on a un rapport principe actif-excipient qui est relativement bien balancé. Contrairement au paracétamol qui, lui, est très très intense et ce qui a tendance en fait à effacer tous les signaux des excipients. Et ceci est également la même chose pour l'artéméter-luméfantrine. Et en plus de ça, on a 2 composés en fait en coformulation. Donc l'artéméter qui est très faiblement visible en ramant, qui est déjà à 20 mg, en comparaison avec la luméfantrine qui est très très forte en ramant et qui est dosée à 120 mg. Voilà. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, c'est l'un des médicaments les plus falsifiés, donc c'est intéressant de voir ce cas-là. Et donc ici, pour l'étude, dans le cadre de l'étude, donc pour chaque type de principe actif, on avait des marques différentes, des dosages différents et également des lots et formes galéniques différentes. Donc comme je vous disais, ici on va comparer 2 modèles de classe. Donc ici ce sera la Data Driven Soft Independent Modeling Class of Analogy, donc la DD-SYMCA qui a donc plus ou moins été expliquée tout à l'heure. Donc comme on disait, donc c'est basé sur l'analyse en composantes principales. Donc la DD-SYMCA, en fait, c'est un outil qui a été sorti en 2017 et qui permet de calculer l'erreur de manière théorique sur la misclassification. Donc ici, on va essayer d'optimiser, en fait, comme ça a été expliqué tout à l'heure, l'erreur alpha. Donc ici, j'ai pris 0,95. Et donc, il fallait optimiser aussi le nombre de composantes principales à utiliser pour modéliser la classe de calibration. Et donc ici, on regardera les différentes distances. Et donc ici, l'autre modèle de classe qu'on va utiliser, c'est la One Class Partial Least Squares, donc OCPLS, qui est relativement plus récente, qui est sortie en 2013 et qui est relativement peu relatée dans la littérature. Donc c'est pour ça qu'on a voulu voir s'il était comparable en fait, aux résultats qu'on peut obtenir avec la DD-SYMCA. Et donc ici, c'est un modèle PLS un peu spécial, c'est dans le sens où on va régresser en fait la valeur de 1 sur les cas premières variables latentes. Donc voilà. Et donc pour estimer la qualité de la classification, donc on va utiliser le coefficient de corrélation de Matthews, qui est relativement intéressant parce qu'il permet de calculer vraiment une valeur significative dans le sens où il est totalement indépendant de la taille de la classe de calibration par rapport aux classes à prédire. Et donc notamment ici, on tient en compte en fait l'ensemble des différentes erreurs et notamment l'erreur de type 2 qui est quand même celle la plus compliquée. Voilà. Donc je vais à présent vous présenter les quelques résultats que nous avons obtenus. Donc une analyse préliminaire a quand même été réalisée sur l'ensemble des données avec une analyse en composantes principales sur les ibuprofènes. Et donc comme on peut voir ici, en fait, on se rend compte que la variance en fait expliquée par les 2 premières composantes principales sont en fait dues aux formes galéniques et non pas au dosage. Donc en fait, tout ce qui est à gauche, c'est tout ce qui est dragéifié. Donc en fait, le spectre Raman présente les bandes du dioxyde de titane et du sucrose. Donc c'est pourquoi ils sont vraiment très rapidement séparés du reste. Et ici, on a les capsules molles en fait, qui sont vraiment très très différentes du reste du jeu de données. Donc on a projeté ensuite l'ensemble des ibuprofènes sur les 2 modèles. Et donc ici, de manière très visuelle, en fait, on voit qu'on a des conclusions similaires avec l'ACP. Donc c'est-à-dire que tous les composés dragéifiés restent vraiment très très éloignés du set de calibration. Donc ça, c'est une chose que je n'ai pas dit, pardon. C'est que le set de calibration a été basé avec de l'ibuprofène EG 400 mg. Et donc c'était vraiment cette classe-là qu'on voulait modéliser et extraire le reste. Donc ici, on voit bien qu'on a les ibuprofènes EG ensemble et ici également. Et lorsqu'on calcule en fait la MCC, on se rend compte que la DD-SYMCA a 0 de faux positifs et 3 faux négatifs simplement. Donc on a une MCC qui est quand même très intéressante avec 0,98. Et en OCPLS, là par contre, on a quand même 9% de faux positifs, donc ce qui est quand même énorme. Donc ici, là clairement, la DD-SYMCA est vraiment très puissante dans le cadre de l'ibuprofène EG 400 mg. Donc ensuite, dans le cadre des comprimés, des médicaments de paracétamol, donc ici on avait donc différents dosages et coformulations. Et en fait, lorsqu'on regarde un petit peu la répartition des échantillons dans l'espace 3 dimensions, on se rend compte qu'il y a seulement un groupe qui se détache vraiment très clairement du reste,
Et en fait, ceci est expliqué parce qu'en fait, le signal de l'acide acétylsalicylique est vraiment aussi important en fait que le paracétamol, et donc c'est pourquoi on le voit vraiment très fortement. Mais par contre, lorsqu'on regarde les autres associations de principes actifs, on voit qu'en fait, ils sont quasiment pas séparés en fait. Et quand on regarde un petit peu la forme galénique, on se rend compte que celle-ci également n'est pas influençante en fait sur la variabilité. Et donc, lorsque l'on réalise les différents modèles, eh ben, on a une conclusion un petit peu similaire, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à séparer en fait vraiment facilement les différentes associations de principes actifs. Mais par contre, lorsqu'on regarde vraiment au niveau du modèle, on se rend compte que la DD-Simica, elle ne présente uniquement du paracétamol. Et par contre, dans le cas de l'OCPLS, on a un mélange en fait de paracétamol, mais également de caféine et de tramadol. Donc pas très spécifique. Et donc ici, lorsqu'on fait le calcul du coefficient de corrélation de Matthews, on se rend compte qu'on a 10% de faux positifs avec l'OCPLS, donc ce qui est out of trend, quoi. Et en DD-Simica, on a toujours 0 faux positif et 7 faux négatifs, et avec un MCC de 0,96, donc ce qui est quand même, une fois de plus, vraiment très intéressant. Et donc le dernier cas de figure, donc l'artéméter-luméfantrine, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, ici, en fait, on voit qu'on n'arrive pas à séparer une fois de plus les différents types de dosage, parce qu'en fait, là, clairement, on voit uniquement en fait, la luméfantrine, et absolument pas les principes actifs, parce que comme vous pouvez l'imaginer, ici, vous voyez le nombre de marques différentes qu'on a. Donc, vous pouvez imaginer aussi le nombre de combinaisons d'excipients différents, et en fait, ici, on se rend compte que, clairement, c'est pas évident, quoi. Et effectivement, ici, là, ça pose un souci aussi pour les deux types de modèles de classe. C'est qu'en fait, on n'arrive pas du tout à discriminer le set de calibration du reste. Et effectivement, lorsqu'on calcule le coefficient de corrélation de Matthews, on se rend compte qu'ici, c'est la catastrophe. Et donc ici, en fait, la conclusion pour l'artéméter-luméfantrine, c'est que probablement, le raman n'est pas adapté pour ce type de coformulation, avec des molécules aussi actives que la luméfantrine. Donc en conclusion de tout ça, donc on peut dire que la spectroscopie raman portable a quand même montré de très intéressants résultats, et notamment en comparaison avec le NIR-SG1. En comparaison, donc les deux MCC, on avait un ECC pour le NIR de 1 et pour le TrueScan de 0,9. Oui, pardon, j'ai pas dit que c'était le TrueScan qu'on avait utilisé, excusez-moi. Un MCC donc de 0,92 pour l'ibuprofène. Le paracétamol, pareil, on a des MCC relativement similaires. Et là, par contre, pour l'artéméter-luméfantrine, là, c'est significativement différent. Le NIR est beaucoup plus adapté que l'artéméter. Donc, grâce au développement de ce class modeling, on peut avoir bon espoir dans le futur, lorsqu'on aura des échantillons sous-standard ou même très bien falsifiés, qui pourront être facilement discriminés par rapport au set de calibration. Et donc, les perspectives ici, ce serait d'essayer encore un autre type de modèle, qui est le PLS Density Modeling, qui est aussi un modèle qui a été développé assez récemment et qui semble montrer des résultats très intéressants. Et donc, évidemment, l'idée par la suite, c'est de développer évidemment ces mêmes types de techniques avec d'autres spectros portables. Et ici, surtout, à la fin de tout ça, l'idée, c'est est-ce que ce ne serait pas plus intéressant d'optimiser en fait les outils chimiométriques qu'il y a dans les spectros portables, afin d'avoir plus confiance en fait, dans les résultats. Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, avec le HQI, qu'on n'avait pas forcément une bonne corrélation parfois entre le spectre de référence et la base de données. Et là, on a vu que le MCC était quand même plus intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Laurine pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? On a un peu de temps, s'il y a une question ou deux. On a du temps à rattraper, mais oui. Bonjour, merci pour votre présentation. Juste, le NIR, vous avez dit que ça coûtait 1 000 €? Oui. Et le raman en portable? C'est ça le problème pour l'instant. Les spectro-raman portables sont encore relativement chers. Là, le TrueScan, par exemple, est à 40 000 €. Ouais. Donc c'est pourquoi, en plus, là, le NIR était vraiment très intéressant parce qu'il était très peu cher. Très bien. Donc on va remercier Laurine. Et je profite de l'occasion pour